Bien le bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4064. Aujourd'hui au programme, on fait la dernière partie de cette étude sur les différents types de pollution. On est rendu à la pollution de la biosphère. Donc ici, on va retrouver encore nos mêmes sources, qui sont les sources domestiques et enfouissement d'abord. Donc, en ce qui concerne les sources domestiques et enfouissement, on va retrouver trois types de contaminants, trois types d'agents responsables principaux, soit les bactéries, les pesticides et insecticides qu'on va retrouver évidemment plus au niveau domestique, et les métaux lourds qu'on va retrouver plus dans les sites d'enfouissement. Au niveau du secteur agricole, eh bien évidemment, on va avoir les pesticides et insecticides, mais on va aussi avoir des bactéries liées principalement au lisier, autrement dit au fumier qui va être fait par les différents animaux. Et finalement, au niveau du secteur industriel et minier, eh bien là, on parle plus principalement des métaux lourds comme le mercure, l'arsenic ou le plomb. Voyons maintenant quelles conséquences vont avoir ces différents contaminants. Donc, on avait parlé déjà que les pluies acides pouvaient créer une modification du pH de l'eau. Ça, c'est quand on a parlé de l'atmosphère, de l'hydrosphère et de la lithosphère. Donc, dans chacun des cas, le problème que ça va avoir, c'est que ça va mettre en danger des espèces de plantes et d'animaux marins. Ça va aussi produire du ramollissement des différentes carapaces des animaux à carapace. Donc, encore une fois, mise en danger d'espèces. Au niveau des bactéries, pesticides et métaux lourds, ce que ça crée, eh bien, ce sont des agents qui sont responsables de maladies. Et les métaux lourds peuvent être absorbés par les plantes et ensuite consommés par les animaux via la bioconcentration dont on va parler un petit peu plus tard. Et ensuite la bioaccumulation dont on va également parler un petit peu plus tard. Et tout ça, eh bien, ça va perturber la chaîne alimentaire. Donc, éventuellement, ça peut contaminer non seulement les animaux, mais aussi les êtres humains. Étudions maintenant plus en détail les contaminants. Donc, quand on parle des contaminants organiques, on parle des hydrocarbures, donc tout ce qui est pétrole, huile et compagnie, des produits organiques persistants, on parle des pesticides et compagnie, et de toutes les bactéries qui sont liées aussi. Donc, à ce moment-là, au niveau des sources, on va avoir évidemment les sources de transport. Et quand je parle des sources de transport et du raffinage de pétrole, je parle aussi des réserves d'essence enfouies sous les stations-service qui peuvent potentiellement avoir des fuites. On parle des enfouissements, des centres d'enfouissement des déchets et aussi du secteur agricole, d'où peuvent provenir ces différents éléments. Au niveau des déchets inorganiques, eh bien, on va retrouver les métaux lourds les plus acides qui sont également des sources inorganiques et les résidus miniers. Ça provient de sources diverses, dont le secteur industriel, le transport, les enfouissements de déchets, le raffinage du pétrole, le secteur minier et tout ce qui concerne le chauffage domestique et les centrales thermiques. Donc, évidemment, j'ai parlé tantôt des réserves qui étaient souterraines au niveau des stations d'essence, mais on peut aussi parler comme source de tout ce qui est chauffage à gaz et donc qui est sur le plan plus résidentiel, qui peuvent également avoir des fuites et causer des problèmes, surtout lorsque les vieux réservoirs sont enfouis. Lorsqu'on parle de déchets radioactifs, eh bien, encore une fois, on va parler de l'uranium, plutonium, radium. Et ce sont des éléments qui proviennent principalement des secteurs miniers, des centrales nucléaires et des incidents nucléaires comme les centrales et les bombes. Au niveau des conséquences maintenant, eh bien évidemment, il y a une panoplie de maladies qui peuvent être causées par l'acidification des sols, mais aussi par les différents contaminants. Les contaminants peuvent aussi avoir un effet comme la mort de certaines espèces et parfois même des espèces qui sont relativement éloignées de la source principale parce que ces contaminants-là ont été introduits à l'intérieur de la chaîne alimentaire et peuvent créer de la bioaccumulation.
Maintenant, c'est important de distinguer bien ce qu'est le seuil de toxicité versus la dose létale qui n'est pas du tout la même chose. Quand on parle du seuil de toxicité, c'est la contamination minimale d'un contaminant pour percevoir l'effet de sa présence sur un organisme. Donc, par exemple, si on parle de l'alcool, lorsqu'on commence à ressentir les effets de l'alcool, eh bien, on parle de seuil de toxicité. Quand on parle de dose létale, c'est la concentration minimale d'un contaminant pour tuer un organisme. Donc, un seuil de toxicité ne veut pas dire qu'on va tuer l'organisme nécessairement. L'impact de la présence d'un contaminant dépend de plusieurs facteurs. On peut parler par exemple de la concentration du contaminant. Évidemment, plus la concentration est grande, plus les effets sont grands. On peut parler du type d'organisme. Donc, certains organismes sont plus fragiles que d'autres. On n'a pas qu'à penser aux chiens pour qui le chocolat est toxique, ou on peut penser à ceux qui ont le pouce vert de différentes plantes qui vont être beaucoup plus fragiles, soit au climat, aux maladies ou à certains pH du sol que d'autres. On parle évidemment de la durée d'exposition. Donc, plus la durée d'exposition est grande, plus l'organisme a le temps d'accumuler le contaminant. Et on parle du milieu de transmission. Donc, certains milieux favorisent la dispersion d'un contaminant. Ce sont les milieux à éviter pour l'implantation d'un site d'enfouissement de déchets, par exemple. Donc, je vous ai parlé de biodéconcentration, de bioaccumulation et compagnie. Là, on va regarder en fait en quoi ça consiste. Donc, la bioconcentration, c'est quand un contaminant s'accumule dans l'organisme par une autre voie que celle de l'alimentation. Par exemple, on peut respirer un contaminant ou ça peut être juste l'effusion par la peau. Dans ce cas-là, on parle évidemment plus précisément des milieux aquatiques où ça peut avoir un impact direct juste de vivre dans l'eau quand l'eau est contaminée. Lorsqu'on parle de bioaccumulation maintenant, c'est lorsqu'un organisme accumule un contaminant plus rapidement qu'il peut l'éliminer. Donc, autrement dit, les métaux lourds ou les POP vont être intégrés à l'intérieur de l'organisme et comme l'organisme a de la misère à l'excréter ou à l'éliminer ou à s'en débarrasser, eh bien, il va s'accumuler à l'intérieur de la chair de l'animal. Maintenant, lorsqu'on parle de bioamplification, c'est le principe que, comme un prédateur nécessite plusieurs proies pour s'alimenter, il va accumuler des contaminants contenus dans l'ensemble de ses proies. La concentration des contaminants va donc augmenter à chaque niveau trophique. Et plus il augmente, plus la nourriture, en fait, plus la consommation de cette nourriture-là devient nocive pour l'organisme parce que là, ce qui était initialement une faible consommation devient une très forte consommation pour le prédateur. On va avoir des moyens de se débarrasser de ces différents contaminants-là. Donc, au départ, on peut parler de biodégradation et dans la biodégradation, on va avoir la biorestauration. Donc, la biorestauration, c'est lorsqu'on épand des micro-organismes particuliers qui se nourrissent des hydrocarbures et le transforment en CO2. Donc, on va simplement avoir à colmater d'abord la fuite et par la suite, on va intégrer ces micro-organismes-là dans une zone précise pour pouvoir éliminer et produire simplement du CO2 au lieu d'avoir les contaminants d'hydrocarbures. On va voir aussi la phytoremédiation. Donc, la phytoremédiation, c'est que certaines espèces, comme le chou, par exemple, qu'on voit sur l'image, ont tendance à absorber des contaminants et faire de la bioaccumulation. Donc, on va utiliser cette bioaccumulation-là pour enlever le contaminant du sol et ensuite, on va simplement disposer de façon sécuritaire des plantes pour pouvoir retirer le contaminant du sol. Une autre façon de remédier aux contaminants, eh bien évidemment, c'est de traiter l'eau. Donc, nous, on va traiter notre eau autant pour notre consommation, mais aussi avant de la rejeter dans la nature. L'idée ici, au niveau du traitement, on va avoir plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est le traitement primaire où on va retirer les principaux éléments, donc les gros morceaux, les sables et les boues. Donc, la première chose, c'est qu'on va procéder à un dégrillage où on va enlever vraiment les plus gros morceaux.
puis un dessablage où est-ce qu'on laisse décanter pour pouvoir récolter les sables, puis un dégraissage et débilage, parce que généralement, ces huiles-là et ces graisses-là vont flotter à la surface, donc on va mettre une grille en haut pour pouvoir enlever une partie. Par la suite, on reprocède à une décantation pour pouvoir enlever le maximum de gros morceaux, si on veut, de notre eau. Par la suite, l'eau va aller vers un traitement secondaire. Les eaux sont ensuite acheminées pour un traitement secondaire. Donc, la première étape de ce traitement-là, c'est d'oxygéner et d'introduire des micro-organismes pour décomposer la matière organique. On va ensuite retirer les boues qui vont être générés par justement ce traitement-là, ce qui va enlever une partie des contaminants. Donc, tranquillement, on s'en va vers une eau qui est plus sûre et plus pure. Le troisième et dernier traitement, eh bien, c'est le traitement tertiaire, où on va avoir un traitement chimique qui va tuer les micro-organismes potentiellement dangereux pour l'environnement. Par la suite, l'eau est assez sécuritaire pour être envoyée dans l'environnement sans aucun problème. Ce ne sont pas toutes les maisons qui sont connectées à un système d'égout qui peut permettre le triple traitement qu'on vient de voir. En fait, dans certaines maisons, c'est généralement plus loin des villes, on va avoir des eaux qui sont traitées par des fosses septiques. Donc, au niveau des fosses septiques, on va avoir les eaux usées de la maison qui vont être versées à l'intérieur d'un bassin de décantation d'abord. Donc, le bassin de décantation, son rôle, c'est simplement de décanter, comme son nom l'indique, donc de laisser se déposer le maximum de déchets organiques au fond. Ces boues-là, ensuite, vont être vidées et généralement, les villes vont pouvoir offrir un service pour justement vider les fosses septiques. Elles sont vidées par un regard qui est sur le dessus de la fosse septique, donc pour pouvoir vérifier, mais aussi nettoyer les boues à l'intérieur du système. C'est important, puis ça va être la même chose pour le deuxième regard, c'est important que ces bouches-là soient toujours fermées parce qu'ils peuvent être un peu assez grosses pour laisser passer un homme et laisser passer un enfant, en fait, et quelqu'un qui tombe dans une fosse septique avec les gaz qui s'y échappent, donc c'est pas juste une question de liquide, mais avec les gaz qui sont situés à l'intérieur de la fosse septique, la chance de survie est très, très faible. Au niveau du deuxième réservoir, eh bien, on va procéder au dégraissage. Encore une fois, on va avoir un regard pour vérifier et nettoyer cette partie-là périodiquement. Et ensuite, l'eau va être redirigée vers un champ d'épuration. À l'intérieur du champ d'épuration, eh bien, encore une fois, c'est les micro-organismes qui vont décomposer la matière qui s'y trouve pour pouvoir avoir un sol sain et donc pour pouvoir avoir un sol non contaminé et que ces déchets-là ne se retrouvent pas éventuellement dans la nature et plus précisément dans les lacs pour causer de l'eutrophisation des lacs ou de la contamination de toutes sortes. C'est donc ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.